Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International, émission diffusée sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, réalisée en partenariat avec notre confrère Le Monde. Aujourd'hui, une question et un invité. L'invité, Andrei Gratchev, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Vous avez été son dernier porte-parole. Et la question, c'est jusqu'où ira Poutine après la crise de Crimée? En quelques mots, on se souvient de cette révolution en Ukraine et puis l'annexion ou le rattachement de la Crimée après une intervention éclair en quelques jours de l'armée de la Russie et un Poutine triomphant. Depuis, comme un relent de guerre froide. Alors avant de vous interroger, Andrei Gratchev, avec Benoît Vitkine du quotidien Le Monde et Sophie Malibaud de Radio France Internationale, rappel de la situation aujourd'hui en Crimée où vous allez voir, les choses ont changé très vite. Rentrée de vacances à Sébastopol, dans un tout nouveau pays, insiste le professeur. Regardons bien ce drapeau, poursuit-elle. Le cours débute par l'hymne russe. La Crimée est redevenue russe quasi du jour au lendemain. Fin février, des troupes ont déboulé dans la péninsule ukrainienne. Le secrétaire général de l'OTAN dénonce une violation des frontières internationales par la Russie, qui ouvre une crise sans précédent en 50 ans. C'est l'atteinte la plus sérieuse à la stabilité et à la sécurité depuis la fin de la guerre froide. Une à une, les forces russes se sont emparées des bases militaires ukrainiennes et de Sébastopol, où stationne la flotte russe de la mer Noire. Moscou a parallèlement encouragé le rattachement politique à la Russie et décroché un oui massif au référendum du 16 mars. Une opération commando sans effusion de sang. Un triomphe pour le président Poutine ovationné au Parlement. La Crimée a toujours été et reste une part inséparable de la Russie. La Crimée, offerte à l'Ukraine en 1954, était une erreur historique. Il fallait réparer cette erreur, insiste le maître du Kremlin. L'ONU, ajoute-t-il, ne peut pas s'y opposer car elle a validé l'indépendance autoproclamée du Kosovo en 2008. Une position jugée inacceptable à Kiev. Nous ne reconnaissons pas le référendum. La Crimée est une partie intégrante de l'Ukraine. Pas question de reconnaître l'annexion de la Crimée, renchérissent Washington et les Européens. Moscou est lâché par la Chine, son allié, mais avec son veto, bloque une résolution au Conseil de sécurité. Les Occidentaux constatent leur impuissance. L'affaire n'est pas terminée. Car l'Ukraine s'est rapprochée de l'Europe et a reçu l'assurance d'une aide financière internationale. C'est un jour historique pour nous. Une provocation pour Moscou qui mobilise des hommes à leurs frontières communes. Kiev redoute une nouvelle incursion dans l'Est et le Sud, russophone. Poutine s'est érigé en défenseur des russophones. Il les considère menacés au même titre que la langue russe depuis la destitution de Viktor Yanukovych, seul président ukrainien légitime à ses yeux. Derrière cette question sensible de la langue, l'enjeu est géopolitique. C'est la zone d'influence de la Russie. Vladimir Poutine en fait une affaire quasi personnelle. Il n'a jamais digéré le démantèlement de l'Union soviétique. Jusqu'où ira-t-il? C'est toute la question. Les États-Unis et l'OTAN ne recherchent pas la guerre. La solution n'est pas militaire, répète Obama. Mais Moscou doit se retenir d'envahir l'Ukraine à nouveau ou alors s'attendre à des sanctions accrues. Si ça n'est pas une nouvelle guerre froide, c'est un très sérieux coup de froid et un bras de fer aux conséquences difficiles à mesurer. Voilà pour ce rappel signé par Sophie Goldstein. Vous venez de voir ce rappel, c'est quelques semaines, pourrait-on dire. Autant poser la question directement, c'est irréversible, le rattachement, l'annexion, l'invasion, les retrouvailles, selon le camp duquel on se place, entre la Crimée et la Russie? Pour la Crimée, en termes formels, je dirais que c'est irréversible pour... on ne sait pas combien de temps. Par contre, comme dans ce monde, rien n'est irréversible. Je dirais que, pourquoi pas, on peut avoir l'espoir de vivre un jour le retour de la Russie et de l'Ukraine à une autre nature de relation qui rendrait la frontière inexistante. Après tout, enfin, qui est-ce qui s'intéresse à la frontière entre la France et l'Allemagne si on discute du problème de l'Alsace?
Quand des troupes sont massées d'un côté ou de l'autre d'une frontière, on a du mal à voir cette frontière comme... Voilà, on a du mal à voir cette frontière comme invisible. Oui, attendez, c'est pas pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas dit que c'est pour aujourd'hui. Mais pour l'instant, voilà, on est obligé à constater, c'est du côté ukrainien que la frontière entre la Crimée et l'Ukraine est fermée. Ça fait partie d'une stratégie globale de la part de Poutine, ce retour en Crimée? Écoutez, ne tombons pas ni dans la simplification, ni dans la théorie des complots. Il y a encore 3 mois, Poutine, soyons sérieux, n'avait pas une idée de ce qu'un jour, Crimée pourrait lui tomber comme un fruit mûr, offert en cadeau en quelque sorte par l'implosion du système politique, du régime ukrainien, en quelque sorte, de l'effondrement de cette préméditation de Poutine. Il ne se disait pas, un jour ou l'autre, j'en mettrai la main sur la Crimée. Mais bien sûr que non, puisqu'il y a encore 2 ou 3 mois, Poutine, d'une part, a proposé à l'Union européenne une formule tripartite de la gestion du dossier ukrainien, de son association avec l'Union européenne, une proposition qui a été rejetée par la Commission européenne. Ensuite, Poutine a suggéré a mis 15 milliards de roubles sur la table, et ceci ne supposait aucunement, en échange de la Crimée, pour qu'il deviendrait russe. Et troisièmement, quand même, soyons précis, voilà la nuit fatale, en quelque sorte, fatale pour Yanukovych, en présence de 3 ministres allemands, français et polonais, et avec un représentant russe à côté, Poutine a imposé, a convaincu Yanukovych d'accepter les termes de cet accord. C'est vrai que cet accord, a implosé quelques heures plus tard, puisqu'elle n'a pas passé la ratification par Maïdan. On peut avoir quand même une autre lecture des événements quand on sait que Poutine considère la chute de l'URSS comme le plus grave événement du XXe siècle. Oui, à mon avis, il doit avoir regretté beaucoup de fois cette formule, parce que, il a essayé de se corriger par plusieurs autres. Il a dit, en continuant, comme toute formule de contexte, elle exige, si vous voulez, d'être remise dans le contexte. Il a dit, par contre, je dirais que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui cherchera à le reconstruire n'a pas de tête. Voilà, donc, si vous voulez, l'ensemble de la pensée Poutine, c'est comme ça. Dans ce qui est prévisible à horizon humain, disons d'une vie humaine, la Crimée est russe, pourquoi est-ce que Poutine masse ou masserait, selon les Américains, quelques 100 000 soldats à la frontière de l'Ukraine? Il veut aller plus loin ou c'est une menace diplomatique? À mon avis, il veut conquérir d'autres territoires? Écoutez, ça ne vous a pas échappé. Je ne suis pas le porte-parole de... Vous étiez de Gorbatchev. En effet, on sait comment ça s'est terminé de ce président de la Russie. Donc, évidemment, je ne peux pas vous donner toutes les idées cachées de la tête de Poutine. Mais moi, ma lecture des faits est la suivante. C'est que Poutine attend voir quelle va être la réaction occidentale, d'une part, mais quelle va être aussi l'évolution de la situation en Ukraine, parce que, soyons sérieux, la crise ukrainienne est loin d'être résolue. Pour l'instant, nous sommes face à un régime, à un gouvernement qui n'est pas sorti des urnes. Elle est sortie de la manifestation de Maïdan, on peut dire de la rue, ou de la place, si vous voulez. Donc, c'est un régime qui doit passer par la légitimisation, pas seulement formelle, le processus électoral, mais elle doit se confirmer en tant que pouvoir accepté et légitime pour l'ensemble de l'Ukraine. Ces militaires, ces troupes russes, elles sont défensives ou potentiellement offensives? Donc, à mon avis, ces troupes à la frontière, elles doivent, dans la tête de tous les généraux, comme d'ailleurs les troupes de l'OTAN ou les avions de l'OTAN qui survolent les frontières des pays baltes et de la Biélorussie, elles doivent être les cartes prêtes à jouer
dans l'imprévisible. Qu'est-ce qui va être l'imprévisible? On ne sait pas, parce que personne ne peut éviter je dirais l'aggravation du scénario du cauchemar ukrainien, c'est-à-dire l'éclatement du pays. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez des réactions européennes et occidentales, plus largement, les États-Unis également? Puisque vous dites que donc Poutine, lui, agit en réaction aux Occidentaux. Il y a une condamnation curieusement, et vous me pardonnerez l'expression, mais il y a des raisons de qualifier cette action de Poutine comme réactive. Bon, je dirais pas défensive, même si ma mémoire est bonne, le général de Gaulle, en qualifiant l'entrée des troupes soviétiques de l'autre pays des pactes de Varsovie en Tchécoslovaquie, l'a qualifié comme action défensive. Et il a eu raison, politiquement. Pourquoi? Parce que dans la tête de Poutine, politiquement, c'est la réaction et la défense de quoi? De son régime, bien sûr, de sa vision du monde et de la place de la Russie dans cette nouvelle configuration mondiale, mais surtout de ses positions à l'intérieur de son propre pays, parce qu'il n'a pas voulu à ce que l'exemple de la révolution de Maïdan fasse tache d'huile, et que l'opposition à Poutine, qui est bien là, qui est bien présente, s'inspire de l'exemple où la rue peut changer le régime. Sophie Malibaud, puis Benoît Wittgen. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un aspect offensif? Aujourd'hui, on apprend désormais que l'ancien président Yanukovych est décidé encouragerait des référendums dans toutes les régions d'Ukraine. On voit ce que ça pourrait donner si ce sont des référendums conduits dans l'est du pays, comme ça l'a été en Crimée. Franchement, sous la menace des troupes massées à la frontière. Je suis vraiment embarrassé. Soit Yanukovych se présente pour le dernier président légitime de l'Ukraine, et donc en cette qualité, il devrait normalement être préoccupé par le maintien de l'intégrité ou au moins de la souveraineté de son pays. C'est un peu après soit il renonce à son statut, et alors dans quelle fonction Bon, mais à mon avis, Yanukovych s'en sort. Ce qu'il parle, ce qu'il prononce n'intéresse pas grand nombre de gens. Benoît Wittgen. On a du mal à comprendre quand vous expliquez ce qui s'est passé en Crimée, vous donnez plusieurs pistes qui vont dans des directions différentes. Il y a une part de pragmatisme qui est de punir l'Ukraine pour avoir voulu s'écarter du giron de Moscou, une part de pragmatisme pour faire peur aux contestataires à l'intérieur même de la Russie, et il y a une part d'attachement presque charnel, à vous écouter, un attachement charnel au souvenir de l'Empire fût-il soviétique. Donc je vais le demander autrement, qu'est-ce qui motive Poutine? Est-ce que c'est de l'ordre de l'idéologie, ou est-ce que c'est de l'ordre du pragmatisme pur et de la défense d'intérêts au coup par coup? L'idéologie, je ne dirais pas. Le pragmatisme, si vous le qualifierez comme l'idéologie, peut-être. Autrement, je dirais que Poutine... vous voyez, curieusement, à mon avis, Poutine, c'est un produit de deux facettes très différentes. Ça peut vous amuser, mais je dirais que d'une part, il est l'élève de ce qui était sa première école du KGB, mais sa deuxième école, c'était les 25 ans de l'observation de la scène internationale et du comportement de l'Occident à l'égard de son pays suite à la fin de la guerre froide. Et donc Poutine a dû prendre comme expérience et comme leçon de ce comportement occidental le fait que son pays, autrefois empire, superpuissance, grand pays du monde, a été traité comme soit une nullité, une valeur non existante, soit comme un pays vaincu dans la Troisième Guerre mondiale. Non, c'est ça. Il faut comprendre Poutine par le prisme de cette humiliation. C'est ça qui fait bouger le personnage. Oui, de l'humiliation, mais aussi, je dirais, c'est quelqu'un qui essaye de tirer les conclusions, dans ce monde froid. Froid, qui pour lui doit être un monde qui est peut-être pour le bien, pour le mal, mais c'est un monde de l'équilibre de force. Un monde des doubles standards. Il croit que, par exemple, s'il y a des cas comme Kosovo, comme Irak, comme Afghanistan, comme la Libye, c'est-à-dire quand l'Occident, qui se considère
le grand maître, le grand gérant de ce monde sorti de la disparition de l'Union soviétique, pourquoi pas sa Russie, à partir du moment où elle s'était redressée après la crise de la transition, ne peut pas se comporter de la même façon. Mais est-ce qu'il associe ce qui s'est passé à Kiev à l'Irak, à la Libye, au Kosovo ? Je vous le dis autrement, est-ce qu'il voit ça comme une grande manœuvre des Occidentaux, comme une partie d'un grand jeu géopolitique, ou bien parce que vu d'un observateur extérieur, ça semble difficile de réduire ce qui s'est passé à Kiev à une simple manipulation occidentale. On a eu l'impression d'avoir affaire à un vrai soulèvement populaire. Donc est-ce qu'il croit sincèrement uniquement à cette version du grand jeu occidental ? Et ça m'intéresserait de savoir, vous également, comment vous interprétez ce qui s'est passé à Kiev ? Voilà, bon, écoutez, moi et Poutine, il doit y avoir forcément la différence d'appréciation. Je n'exclus pas que dans la tête de Poutine, vu sa formation, l'offensive occidentale, dans ce qui est représenté autrefois la zone de la présence naturelle de la Russie, est une offensive stratégique. Et que donc, contre lui, contre Moscou, contre le Kremlin. Contre la Russie. Mais il a sa propre initiative. Et donc, lui, à mon avis, il a dû prendre les événements de Kiev, à Maïdan, comme une manifestation de cette, je ne sais pas, complot, de cette offensive, qui ne dit pas son nom, occidentale, peut-être à partir du moment où l'accord entre les ministres européennes plus la Russie, qui prévoyait une période de la transition, les élections rapprochées, donc avancées d'un an, et pratiquement l'évacuation de Yanukovych. Donc à partir de ce moment que cet accord a été annulé par Maïdan et que le pouvoir à Kiev est passé entre les mains de la fraction de son point de vue la plus radicale, la plus extrémiste, la plus anti-russe, pro-occidentale de l'ensemble des forces politiques qui étaient présentes au Maïdan, qui certes ne représentaient la majorité, puisque pour moi, Maïdan, vous demandez cette fois mon opinion, voilà, pour moi, Maïdan, c'est l'expression d'un échec politique de Poutine. Bon, sans parler de l'échec de Yanukovych, parce que ça représentait une réaction naturelle et logique à cette tentative de Poutine, en jetant sur la table les 15 milliards de dollars, se racheter en quelque sorte et sa loyauté à l'égard de la Russie. Andriy Grachev, nous allons bientôt faire un point sur l'actualité, nous interrompre quelques instants. Je voudrais quand même, avant de terminer cette première partie, vous redemander, vous diriez quoi ? Au fond, bien joué Poutine, bravo, il a réussi, il n'y a pas beaucoup de réactions internationales, il a réussi ce retour ou cette annexion, comme on voudra, de la Crimée. On peut le présenter comme ça, et puis pour solde de tout compte, les frontières vont se geler, se figer d'une certaine façon. Tout le reste, c'est un peu de l'apparence diplomatique, militaire, mais on a quelque chose qui est irréversible et qui n'ira pas plus loin. C'est ce que vous nous dites avant la pause ? Non, je dirais, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire avant la pause. Mais on prendra après, vous inquiétez pas. Mais je dirais que tout dépend de qu'est-ce qu'est l'objectif de Poutine. Si son objectif, c'est le maintien de son pouvoir, peut-être parce que, non seulement du point de vue stratégique, mais aussi du point de vue du soutien populaire, voilà, il a réussi, il en sort gagnant. Par contre, pour ce qui concerne les intérêts de la Russie dans le monde et la perspective de sa réussite, la réussite de la Russie dans ce nouveau monde, à mon avis, il se trompe du siècle, peut-être de sa propre société. Merci Andriy Grachev. Je rappelle que vous êtes écrivain, historien. Vous avez été conseiller diplomatique et porte-parole de Mikhail Gorbatchev, l'autre grand numéro 1 et dernier numéro 1 soviétique. Beaucoup de questions encore à vous poser sur Poutine jusque quand, sur la place de la Russie dans le monde. Avant cela, nous allons faire un point de l'actualité sur les antennes de Radio France Internationale et sur celles, au pluriel, de TV5 Monde. Retour à l'international, l'invité aujourd'hui, Andriy Grachev.
Ancien porte-parole, conseiller diplomatique de Mikhail Gorbatchev, le dernier numéro 1 soviétique, vous êtes aujourd'hui écrivain, historien, journaliste. Vous publiez un certain nombre de livres que nous montrerons à la fin de cette émission. Interview réalisée avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Benoît Wittkin du Monde qui vont vous poser des questions. Lorsque l'on voit dans l'actualité parler à nouveau de guerre froide, d'une Russie qui fait peur, qui inquiète. C'est ce que dit par exemple le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. L'OTAN, dire qu'à nouveau elle a un rôle important. On a changé d'époque en quelques jours? Écoutez, là je suis vraiment préoccupé. C'est pas surtout le danger d'un véritable retour à une nouvelle édition de la guerre froide, parce que, bon, soyons sérieux, et heureusement, grâce à Gorbatchev, voilà. On n'est plus là et on espère ne plus y revenir, puisqu'après tout, la guerre froide, c'était le danger de la Troisième Guerre mondiale chaude. Donc, par contre, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est cette vitesse, pour moi inattendue, avec laquelle l'atmosphère de la guerre, voilà, les soupçons, la méfiance, l'hystérie chauviniste, nationaliste et même la peur de l'autre reviennent comme si les 25 ans n'étaient pas passés, comme si le mur de Berlin tout simplement s'est déplacé à un autre endroit. Et donc c'est de ce point de vue la fragilité de ce monde qu'on croyait être définitivement sorti. Benoît Wittkin, Le Monde. Je voudrais renchérir et vous interroger encore. On parle même à la télévision russe de traîtres pour qualifier les intellectuels qui se sont opposés à l'annexion de la Crimée. Et le mot a été prononcé, c'est un détail mais il est significatif, par exemple le cinéaste Nikita Mikhalkov, qui est... Par Poutine même. Par Poutine même, mais qui est moins présent pour faire le service après-vente à la télévision, on va dire. Donc il y a cette partie propagande nationaliste très très forte et effectivement qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, et un durcissement répressif qu'également on n'avait pas vu depuis une bonne vingtaine d'années. Je voudrais vous poser la question de façon un petit peu originale. Vous seriez un jeune russe de 30 ans, historien, universitaire, puisque c'est les occupations que vous avez actuellement. Vous pourriez vivre dans un pays comme celui-là? Écoutez, si j'étais un jeune russe de 30 ans, je ne resterais pas à Paris. J'irais en Russie pour participer à la manifestation qui a réuni quand même 50 000 personnes en plein centre de Moscou pour protester contre l'action le référendum, le rattachement de la Crimée à la Russie. Et ce qui marque toute la distance entre l'époque de la guerre froide, il n'y a eu que 8 personnes arrêtées au bout de 10 minutes sur la place rouge le jour de l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Cette fois, c'était une manifestation importante en plein centre de Moscou, mais ce qui est vraiment très préoccupant, et ce qui fait pour moi la grande différence entre l'époque de la guerre froide et maintenant, c'est que Poutine a comme son projet de mobilisation de la société un projet nationaliste, un projet qui se repose sur la réunion des Russes à travers même les frontières, et donc de ce point de vue, la Crimée est bien placée pour cela. C'est parce qu'il a échoué sur le reste? C'est parce qu'il n'a pas été capable de proposer un modèle de société où chacun peut à la fois s'enrichir, ce qui est le cas aujourd'hui, mais en même temps vivre dans un monde, pour dire rapidement, appelons-le plus libéral, qu'il n'a pas convaincu les Russes avec ça ou qu'il n'a pas su le faire? Est-ce que c'est pour ça? Non, c'est pas qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il représente cette partie de la société russe qui est une société compliquée, qui est composée d'une grande majorité plutôt conservatrice jusqu'à maintenant, d'une partie moderne, orientée vers l'Occident, vers l'Europe. Parfois, on les définit comme une partie de la télévision et une partie de l'Internet. De ce point de vue, peut-être la société russe n'est pas très exceptionnelle, mais Poutine a choisi, au moment d'être élu, c'est 60 ou 70% de la population
qui représentent plutôt les nostalgiques de l'ancienne époque que, enfin, les promesses de l'avenir. Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui empêcher Poutine de faire main basse sur toute la partie russophone de l'Ukraine, sachant que l'Ukraine s'apprête à subir une potion assez amère imposée par le FMI, que ça va être très difficile pour les dirigeants à venir de se faire entendre dans leur propre pays, du côté russophone notamment. Qu'est-ce qui peut encore empêcher Poutine? Écoutez, d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il a vraiment l'intérêt, enfin, de mettre la main basse sur cette partie de l'Ukraine? Parce que, à mon avis, une fois la Crimée récupérée, et de ce point de vue, son humiliation politique l'avait, humiliation au sens, enfin, de voir lui échapper politiquement l'Ukraine, l'ensemble de pays, parce qu'après tout, le sens de Maïdan, revenons à ce phénomène, c'était l'expression du refus de la tentative de Poutine, de la Russie, d'interdire à cette société de commencer la navigation, peut-être assez lente, en direction de l'Europe. D'un nouveau modèle, surtout. Voilà. Donc, pour Poutine, il est vrai que cette situation reste préoccupante, mais en tant que stratège, je crois qu'il certainement, en tant que dirigeant de ce pays, il doit être stratège. Une ligne rouge pour lui, c'est le danger de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est à partir de cela qu'il devra considérer cette situation, non pas du point de vue de ses relations avec l'Ukraine, mais du point de vue de sa confrontation avec l'Occident, surtout, enfin, les États-Unis. Donc, s'il n'y a pas cette menace, si vous pensez que la Russie n'a pas intérêt à faire main basse sur l'Ukraine russophone, à ce moment-là, les sanctions, vous n'êtes pas pour non plus. Écoutez, il faut se poser la question, les sanctions pour faire quoi? Évacuer les Crimée? Ça n'a pas de sens, personne n'y croit. Pour empêcher Poutine d'aller plus loin. Voilà, pour empêcher Poutine d'aller plus loin, enfin, à mon avis, il n'y pense pas. Je crois qu'il penserait seulement si on... Pour l'instant, enfin, toute cette gesticulation côté Poutine, mais aussi côté OTAN, est-ce qu'à votre avis, enfin, le fait que la France envoie ses avions d'observation ou l'OTAN envoie ses avions se promener, est-ce que ça peut représenter un danger militaire? Non. Vous nous dites que Poutine ne recule pas devant la diplomatie, condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU, il ne recule pas militairement, personne n'ira faire la guerre évidemment à l'armée russe. Est-ce qu'il peut reculer économiquement? Sophie Malibaud, vous posez la question sur les sanctions économiques. Il y a un risque de récession, peut-être, si on a vu la bourse de Moscou qui chutait. Est-ce que ça, c'est un élément dans une économie un peu de rente, avec le gaz et le pétrole qui jouent un rôle extrêmement important? Est-ce que ça, c'est de nature à peut-être modérer ses ambitions territoriales? Voilà. Donc, je crois qu'il faut bien choisir les termes. Ce n'est pas au sens reculé, mais plutôt le faire entrer dans le rang. Le faire réunir... La menace économique peut marcher. Réunir dans le concert international, puisque ne l'oublions pas, il y a encore quelques mois, Poutine était, enfin, le meilleur ami, le meilleur ami d'Obama, mais de toute façon, Lavrov et Kerry étaient en train de discuter d'une façon très fructueuse la solution des crises aussi dramatiques comme la Syrie, les armes chimiques ou l'Iran. Et donc, de ce point de vue, la Russie peut à la fois jouer son capacité de facteur de nuisance, mais aussi elle reste une puissance indispensable pour la gestion de multiples crises de ce monde. Pour la Syrie, justement, en fait, c'est l'immobilisme total de Poutine empêche quand même toute solution de déboucher sur le dossier syrien. Pour l'instant... Attendez, pour l'instant, et à mon avis, c'est pas quelque chose de non négligeable. Le fait que, paraît-il, près de la moitié du potentiel des armes chimiques syriens, de toute façon, selon certaines sources, est sur le chemin d'être neutralisé ou éliminé. C'est une percée capitale. À chaque occasion où on parvenait à associer la Russie, enfin, à côté de l'Occident, à la gestion des crises importantes que vit ce monde du XXIe siècle, eh bien, ça promettait une sortie ou une solution constructive. À partir du moment où on cherchait soit à la négliger, à la mépriser, à l'ignorer,
comme c'était par le passé, soit peut-être à lui faire face. Voilà, ça provoquait les conflits et la tension. Mais selon vous, quelle est l'ambition de Poutine par rapport à la Syrie? Par rapport à la Syrie, franchement, vous me permettez de me placer une minute, voilà, dans le statut de son conseiller. Moi, je lui aurais suggéré, une fois la crise de la Crimée ou de l'Ukraine, en quelque sorte neutralisée ou congelée, démontrer le maximum de sens de coopération sur l'ensemble des autres dossiers internationaux pour effectivement lever les suspicions comme si on a affaire à quelqu'un qui était parti à la conquête du monde, ce qui est complètement irréaliste, et Poutine est tout sauf un réaliste. Est-ce qu'on a l'impression quand même que coûte que coûte, le but pour les Russes, pour l'instant, c'est de garder la Syrie dans leur giron et l'alliance avec Bachar al-Assad, puisque La Syrie, pourquoi faire? Pour la faire, il a ses bases voter ensemble avec la Russie dans l'Assemblée générale de l'ONU, à mon avis. Entre autres, mais il y a les bases russes. Alors à ce moment-là, pourquoi on laisse soyons Bachar sérieux, el-Assad? il n'y a pas de base, il y a une petite, un pied à terre sur la Méditerranée. Non, à mon avis, n'oublions pas... près de 140 000 morts. N'oublions pas l'histoire et prenons de temps en temps des leçons. C'était au lendemain de 68, c'est-à-dire de l'invasion par le pacte de Varsovie de la Tchécoslovaquie, que grâce à l'ost politique de l'Allemagne, à la vision de De Gaulle, que le processus d'Helsinki a été lancé. Et c'était ce processus d'Helsinki qui, après tout, a contribué énormément à l'apparition de phénomènes Gorbatchev à l'intérieur de l'Union soviétique et après tout à l'effondrement de ce régime et de ce système. Donc moi, je dirais que sur le plan économique, les sanctions et les sanctions militaires, ou la tension qui serait maintenue autour de la Russie, ou la pression, dirais-je, militaire, tel de genre qui est proposé par le sénateur républicain McCain, joueront dans la main de Poutine. Parce que sans une véritable menace militaire, ces menaces, ces annonces, ont tout simplement la valeur des postures morales qui vont renforcer l'autorité de Poutine auprès de Mikhalkov et des autres. On vous pose la question de savoir s'il y avait une sorte de nouvelle guerre froide qui ne disait pas tout à fait son nom. Si on essaie de comparer les hommes, il y a 25 ans, dont Gorbatchev, dont vous étiez le proche collaborateur, conseiller, Gorbatchev, quelqu'un de très populaire dans le monde, en Occident, qui aujourd'hui est plutôt ignoré ou détesté en Russie. Poutine, c'est l'inverse. Visiblement soutenu par les Russes, et il fait peur à l'extérieur. C'est ça son atout, au fond, d'être redouté. Il faut être un peu redouté quand on est le numéro 1 russe pour exister diplomatiquement dans sa vision du monde? Tout dépend de votre objectif, parce que vous voyez, l'objectif de Gorbatchev, ce n'était pas de chercher la popularité chez lui, c'était de transformer son pays, de l'ouvrir, et en quelque sorte, de remettre l'histoire naturelle de son pays en marche, en association avec la modernité du monde. J'en profite pour poser cette question. Ça fait 25 ans qu'on vous la pose. Lorsque Gorbatchev, vous êtes à ses côtés, lance la perestroïka, la glasnost, etc., il sait qu'au bout du bout, l'Union soviétique va exploser, qu'on ne peut pas transformer ce glacis-là. Il le sait ou pas? Ah non, bien sûr que non. Au contraire, il croit que la seule façon pour l'Union soviétique de survivre dans un monde qui est en train de changer, c'est de se moderniser, de s'ouvrir. Et c'est toute je dirais, tout le contraste entre les deux. Parce que Gorbatchev n'a pas hésité de rompre les cercles vicieux. Il n'a eu comme partenaire à l'Occident, aux États-Unis, un certain Ronald Reagan. Et donc, le conservateur des conservateurs. Et donc, Gorbatchev a pris sur lui, au risque, effectivement, de perte de la popularité chez lui, de proposer les mesures unilatérales de désarmement, de prendre l'initiative de l'unification de l'Europe, d'accorder d'ailleurs l'unification à l'Allemagne, et après tout, accepter le départ des autres républiques soviétiques, dont l'Ukraine, qui sont devenues États indépendants. Vous venez d'écrire Gorbatchev, le pari perdu, ici, aux éditions Armand Collin. Aujourd'hui, vous laisseriez le point d'interrogation? Il est perdu, le pari de Gorbatchev?
Bon, tout dépend enfin, je serai obligé de répondre par une période. Tout dépend sur combien de temps. Je crois que le pari de Gorbatchev, si on parie sur l'évolution de la société, sur cette partie de la société, partie Internet, sur cette jeunesse qui est dans les rues de Moscou pour protester contre l'action à la soviétique de Poutine et de son gouvernement, à mon avis, ce pari n'est pas perdu, puisque c'est la génération Gorbatchev, c'est la génération des jeunes qui n'ont pas connu ni la peur du KGB, ni la persécution, qui ont vécu dans la Russie ouverte au monde, qui peuvent circuler et qui peuvent comparer. Même si on ne l'entend plus beaucoup, Andrei Gorbatchev n'a pas condamné le rattachement de la Crimée. Vous êtes critique, lui il a même soutenu. Oui, puisque là, il y a encore, comme avec la formule de Poutine sur l'Union soviétique, il y a la partie émotionnelle. Tous les Russes, Gorbatchev d'ailleurs, qui est à moitié russe, à moitié ukrainien. Donc vous voyez, lui poser cette question, effectivement. Donc, non, Gorbatchev l'a soutenu parce qu'il a considéré comme non justifié le rattachement de la Crimée à l'Ukraine en 1954. Après tout, quelles étaient les deux conditions sur la base desquelles la société russe a accepté cette formule, la Crimée ukrainienne? La première, 1954, on pouvait être russe, ukrainien ou criméen, mais on restait tous soviétiques, c'est-à-dire ça faisait partie du même État. Deuxième condition, à partir de l'effondrement de l'Union soviétique, quand la question des frontières aurait pu être rediscutée, il y a eu une formule assez, à mon avis, jolie, qui était utilisée pour qualifier l'action de Yeltsin à l'époque. Kremlin contre la Crimée. Yeltsin a confirmé la Crimée dans l'Ukraine en échange du soutien par le régime ukrainien de son action contre Gorbatchev. Mais je terminerai en disant, bon, on dit parfois, tous les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Il y a parfois les peuples qui n'ont pas des dirigeants qu'ils ne méritent pas. Les Criméens viennent justement de se choisir leurs dirigeants, en se choisissant le pays auquel ils allaient appartenir. Est-ce que vous pensez qu'ils vont regretter leur vote? Est-ce que vous pensez qu'ils savent ce qui les attend en Russie? Il ne s'agit pas de donner une vision terrible de ce qui se passe en Russie, mais l'ambiance y est particulière pour le moins. Est-ce qu'ils vont regretter ce vote? Je crois que le nouveau pouvoir ukrainien a beaucoup facilité le choix par la population de la Crimée, de leur décision pendant le référendum. Puisque si la première décision de ce nouveau gouvernement a été d'annuler le statut du russe, dans le langage maternel, naturel pour l'ensemble, la grande majorité de la population criméenne, comme la deuxième langue d'État, effectivement, ça devait les placer dans l'opposition immédiate à ce nouveau régime. On parle de Vladimir Poutine, numéro 1 russe depuis le début de cette émission. On va en parler encore combien de temps et combien d'émissions? En d'autres termes, on a le sentiment qu'il fait 2 mandats, un coup de Premier ministre, éventuellement 2 mandats. Il est là en théorie il peut même faire jusqu'en 2024, s'il se représente un nouveau mandat. Je ne devrais pas le dire sur une chaîne francophone, mais c'est Poutine forever? Bon, on ne fait pas des pronostics. Aujourd'hui, on ne voit émerger aucune figure alternative. C'est pas que le passé de la Russie, mais aussi son avenir est peu prévisible. Si le gaz baisse, Poutine n'a plus grand-chose à vendre aux Russes, non? Écoutez, tout dépend, après tout dépend de l'évolution de la situation en Russie, parce que même le retour de Poutine pour le 3e mandat, à mon avis, n'était pas garanti dès le départ. Il a été difficilement élu, par exemple, si on regarde les résultats des élections à Moscou. Si, par exemple, aussi l'évolution de la situation économique de ce pays, qui n'est plus l'Union soviétique, qui est interdépendant avec le reste du monde, qui n'a pas la possibilité, l'espoir de subsister dans un isolement à la Corée du Nord,
évidemment. Donc, à mon avis, je peux anticiper l'apparition des courants d'opposition, de contestation encore plus importants. Des figures qui pourraient démocratiquement émerger, être reconnues, avoir une véritable chance par les urnes, par exemple? C'est possible? Ou un scénario de révolution comme on l'avait à Maïdan? Ça va être peut-être une première en Russie, mais bon, il y a pas mal de choses qui s'étaient déjà arrivées pour la première fois, même assez récemment. Je dois vous reposer la question sur le gaz, puisque c'est un exemple très bête, mais on va dans un supermarché à Moscou, le seul produit de fabrication russe, c'est le lait. C'est-à-dire que la Russie, qui est un grand pays, et notamment avec des terres, n'est capable de rien produire. Sa seule richesse, c'est le gaz. Kalachnikov, mais il ne se trouve pas encore en supermarché. Voilà, bien sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce que si le prix du gaz baisse, toute cette élite, toute cette rente disparaît et l'élite politique russe se retrouve toute nue? Bon, écoutez, comme on sait de l'histoire aussi des autres peuples et des pays, les sanctions parfois représentent une arme à double tranchant. À court terme, ils peuvent servir de moyen de mobilisation de la population derrière leur pouvoir et derrière leur régime, qui représenterait par exemple le monde entier qui entoure le pays comme un monde ennemi, comme un monde agressif. Et pour cela, enfin, on a plein des exemples. L'Irak, eh bien, la nourriture contre le pétrole. On a eu d'autres types de sanctions pour une Russie quand même que... Le fait, par exemple, que les proches de Poutine soient sanctionnés, leurs comptes bloqués, etc. Je mise beaucoup plus sur l'interdépendance économique qui ne peut plus être mise en cause de la Russie, que l'arme est le moyen, le levier plus puissant de la transformation, y compris de la scène politique. Mais pour l'instant, il y a une sorte de perte de confiance qui fait que les hommes d'affaires sont en train de revoir leurs investissements pour certains d'entre eux. Parce que ce qu'on voit, c'est que Lukoil et Total continuent de discuter, par exemple, sur l'exploitation des gaz de schiste en Sibérie. Il y a des discussions qui se poursuivent, mais il y a quand même déjà eu énormément de fuites de capitaux et d'investissements gelés sans que ce soit des sanctions, mais spontanément. Bien sûr, mais il est encore à voir si l'Europe, dont une économie actuelle reste considérablement dépendante des livraisons de gaz russe, peut, à mon avis, ça va être extrêmement douteux à ce qu'elle accepte d'accentuer les sanctions à partir du moment où Poutine donne les garanties de ce qu'il n'ira plus loin que la Crimée. Qu'est-ce que vous direz aujourd'hui de votre pays? La Russie, c'est un pays démocratique, j'allais dire normal? C'est toujours le même problème du verre, à moitié plein, à moitié vide. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est quel est le sens, si vous voulez. Même si c'était en moins d'une moitié pleine, mais s'il c'était un verre qui se remplissait d'eau, pour moi, ce serait déjà un signe de l'optimisme. Mais la crispation nationaliste n'est-elle pas un mauvais signe? Le fait, par exemple, que Poutine en revienne à qualifier finalement tout ce qui a fait Maïdan d'une dérive de fasciste, il emploie tout ce vocabulaire sur les nazis d'Ukraine, etc. Oui, c'est exact, même s'il y a des ex-nazis ou des sympathisants. On ne peut pas résumer le soulèvement de ce genre. Mais évidemment, si vous voulez, c'est de la rhétorique. C'est le même langage de cette guerre froide, à mon avis, dans la tête, qui réapparaît trop vite, des deux côtés d'ailleurs. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit les complexes, la frustration, le sentiment, c'est vrai, d'un pays qui est à la sortie de son tunnel de la transition, recherche de se faire respecter dans le monde et peut-être le fait d'une façon malheureusement très maladroite. André Gratchev, merci d'être venu sur le plateau d'International à propos de cette crise, ou peut-être une crise résolue, je ne sais pas comment le dire, en Crimée. Je rappelle les titres de vos ouvrages récents. Gorbatchev, le pari perdu, rappelons que vous étiez à ses côtés il y a 25 ans, dans les derniers mois de l'Union soviétique. Et puis ce livre également, qui a été très commenté, André Gratchev, Staline est-il mort? Vous avez le chic pour avoir des points d'interrogation à vos livres, mais on voit bien que vous n'apportez pas forcément de réponse tranchée. Merci d'avoir été sur ce plateau. Excellent suite de programme sur les antennes de RFI et de TV5 Monde.